Madame, Monsieur, bonsoir. Après une semaine de rebondissement au procès OM Valenciennes, Bernard Tapie est notre invité ce soir. Bonsoir. Nous évoquerons avec vous dans un instant les revirements des uns et des autres, et notamment le dernier en date, celui de Jacques Mélic, le maire de Béthune. Également dans ce journal échauffouré à Toulouse aujourd'hui, entre les sans-abri et les forces de l'ordre, la campagne électorale, la grève à Air Inter et la pagaille dans les aéroports ce soir, et puis le retour sur les terrains d'un dieu du basket, l'américain Michael Jordan. Pour commencer cette édition, une nouvelle visite en France, celle de Salman Rushdie. Elle a été préparée dans le plus grand secret. L'écrivain, condamné à mort il y a 6 ans par le régime iranien, est à Paris, entouré d'un dispositif policier impressionnant. Au Salon du Livre, cet après-midi, il a dénoncé le double langage des pays occidentaux. Patricia Coste et Patrick Deschmecker. Les tireurs d'élite sur le toit du Salon du Livre, les policiers du raid, autour, à côté, au-dessus, sans tension apparente. C'est presque la routine que cette 5e visite de Salman Rushdie en France. D'ailleurs, le voici, détendu. Mais cela ne veut pas dire qu'il abandonne son combat. Il a attaqué d'emblée le cynisme des politiciens. Qu'ils disent franchement que les droits de l'homme ne sont pas vraiment importants. Ce n'est pas aussi important que le business, les affaires par exemple, ou que l'argent, ou que la géopolitique, qu'ils l'admettent et qu'ils reconnaissent qu'ils continuent à avoir des relations avec les États terroristes. C'est cet écart entre ce que disent les politiciens et ce qu'ils font qu'il va demander à M. Balladur de clarifier demain. Mais n'a-t-il pas l'impression de répéter sans cesse la même chose et que son cas est en train de se banaliser ? Il y a 5 ans, cela m'était presque impossible de rencontrer des politiciens. Ils fuyaient. Ils ne voulaient pas être vus à côté de moi. Maintenant, ce sont eux qui nous téléphonent. Venez à mes meetings. Et Rushdie de rappeler qu'au départ, il était un auteur comique. Il expliquera plus sérieusement que maintenant que son cas est devenu moins spectaculaire, il peut parler. Parler au nom de tous les autres écrivains qui sont encore plus menacés que lui. Les dernières vraies menaces étaient au moment de la guerre dans la Golfe. Ah oui. Mais une attaque, je ne sais pas aucune attaque spécifique dans le dernier 1 ou 2 ans. Rushdie, porte-parole surprotégé de tous ceux qui, en Turquie, au Bangladesh, en Algérie, sont assassinés sans escorte. Après avoir passé la journée d'hier à répondre aux questions de la police et de la justice, Jacques Mélic, le maire de Béthune, est réapparu aujourd'hui devant ses administrés. Il s'est joint aux 40 000 personnes qui célébraient le traditionnel carnaval des fous. À Béthune, Benoît Gadré et Dominique Massé. Jacques Mélic est visiblement secoué par ce qui lui arrive. Au milieu de la foule, les yeux hagards, le député-maire avait l'air un peu ailleurs cet après-midi. À Béthune, on appelle cela le carnaval des fous. Il réunit 40 000 personnes, alors même diminué, le maire ne peut rater une telle occasion. Il y a raison de vous amuser, vous savez. Pas tous les jours qu'on s'amuse, hein. Jacques Mélic, entouré par un service d'ordre musclé, on n'approche pas monsieur le député, la consigne est surtout vraie pour les journalistes. Eh ben oui, mais prenez vos photos, mais loin, quoi vous voulez? Laissez-nous respirer. Ah, mais là, on est... Pas de franche hostilité de la part des Béthunois, pas d'ovation non plus. L'affaire Mélic est dans tous les esprits, même si aujourd'hui, on était là avant tout pour le défilé. Je suis donné de nowhere, ouais. Ah, je sais pas, mais... Hey. Comment, c'est ce qui se passe à Béthune quand même, à part le carnaval. Bon, qu'est-ce que j'en pense, hein? Comme tout le monde. C'est génial! Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, hein? C'est bien, il a voulu sauver des emplois, mais il aurait pu faire autrement. Monsieur Mélic, pourquoi vous voulez pas nous parler? Au lendemain de sa garde à vue, le député-maire s'est réfugié dans sa famille. Après s'être beaucoup exposé, Jacques Mélic préfère pour l'heure le silence. Très à l'écoute des propos tenus par Bernard Tapie, il pourrait faire une déclaration dans les prochains jours. Voilà, notez que le député du Bas-Rhin, Adrien Zeller, député UDF-CDS, réclame lui une réunion d'urgence du bureau de l'Assemblée nationale pour examiner le cas du député Jacques Mélic. Bernard Tapie, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. À mes côtés, Benoît Duquesne. Je voulais, avant toute chose, savoir quelles sont vos relations avec Jacques Mélic. C'est un de vos amis? Non. C'est un homme que j'aime bien, qui a fait beaucoup pour sa ville et que j'ai fréquenté il y a très longtemps au moment de la reprise d'une affaire qui s'appelait Testu.
Mais comme il a eu l'occasion de le dire, je lui dois rien, il me doit rien. Mais c'est toujours quelqu'un que vous aimez bien ce soir, oui, ou c'est quelqu'un dont la conduite vous choque? Ça n'empêche pas. Je pense qu'il faut qu'on parle de ça. Mais il faut qu'on en parle avec un peu de sérénité et un peu de recul. Je dois vous dire que parler de cette affaire ce soir, c'est à la fois une grande envie, tellement j'ai vu de choses que je qualifierais d'outrancières, mais aussi avec beaucoup d'ennui, parce que c'est une affaire qui est en cours, le procès n'est pas fini, et si je dois donner des explications, il est logique, et vous comprenez bien que c'est au magistrat que je dois réserver ces explications. Mais en tout cas, par rapport à l'affaire telle qu'elle a existé, il me semble que dans le dossier tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est connu publiquement, vous auriez pu avoir, à mon avis, certains contre-arguments à faire valoir, qu'auraient diminué non pas peut-être ce qui s'est passé le soir, la veille, avec sa jeune collaboratrice, mais en tout cas les raisons de ce témoignage qui va devenir dans l'esprit de tout le monde un faux alibi. Oui. Oui, précisément. Donc, on rappelle que Jacques Mélic est revenu sur ce qu'il avait affirmé tout au long de l'instruction, qu'il était dans votre bureau le 17 juin 1993. Et on dit à ce moment-là, quand on apprend cette information, ce revirement, l'alibi de Bernard Tapie tombe. Oui. Votre réaction là-dessus? C'est de la mauvaise foi. C'est une double mauvaise foi, je vais vous expliquer pourquoi. En 2 mots, parce que je ne vais pas vous faire l'inventaire. Le juge d'instruction arrive dans mon bureau, on est fin juillet. Et il me demande mon emploi du temps du 16 ou 17. Il ne sait pas à ce moment-là la date. Il sait que c'est le 16 ou c'est le 17. Malheureusement, j'ai un système, depuis que j'ai été au ministère de la Ville, j'ai un système de tenue de fiche qui me prévoit la connaissance de mon calendrier des 4 semaines qui viennent et des 2 semaines passées. Là, on n'est pas dans ce cas de figure, puisqu'on me demande, fin juillet, de m'expliquer sur ce qui s'est passé mi-juin. Je dis donc au magistrat, je vais reconstituer mon emploi du temps. Sur le 16, c'est assez facile, parce que je suis à l'Assemblée nationale pratiquement tout le temps. Sur le 17, on a 2 rendez-vous certains, c'est chez un de vos collègues, au siège de votre concurrent, à 13h, prévu jusqu'à 15h, et après, il y a un banquier à 15h30, etc. Et il y a entre 14h30, parce que je vais quitter cette chaîne avant les 15h, entre 14h30 et 15h, il y a un trou, on l'explique mal. Mon secrétariat, il cherche auprès de quelques-uns de mes relations qui pouvaient rentrer dans ce créneau. Et le secrétariat personnel de Mélic confirme qu'il y avait un rendez-vous le 17 juin. Comme ça rentre dans une probabilité forte, car vers ces jours-là, on préparait ensemble une tournée que je vais faire dans le Nord, je ne demande pas davantage d'explications, et quand on se rencontre à Versailles, pour le traité de Versailles, il me confirme, mais non pas parce qu'il sauve les emplois, parce que de bonne foi, il pense que le 17, c'est le jour où on a ce fameux rendez-vous. Et pour vous, ça vous paraissait plausible, cette histoire? Non seulement plausible, mais il n'y avait pas d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'apparemment, très rapidement, vous avez vu, très rapidement, ce n'était pas un rendez-vous programmé à une heure précise, c'était je passerai en retournant à Béthune. C'était un rendez-vous qui tombait quand même très très bien dans l'histoire. Non, parce que vous allez voir, les rendez-vous ne se chevauchent pas. Celui qui devait venir à 15h vient plus tôt, et celui qui devait venir plus tôt vient plus tard. Ça, c'est ce que l'instruction a aussi démontré par la suite. Bien sûr. Dans un premier temps, on a pensé que... On a eu la chance de pouvoir dire devant le tribunal et devant tout le monde ce que je vous dis à l'instant, c'est qu'en tout état de cause, au début de l'été, puis après très longtemps dans l'automne, un tas de contradictions m'a fait douter, au point que j'ai rappelé plusieurs fois Jacques Mélic en lui disant « Jacques, est-ce que tu es sûr que ça correspond bien ?» Et lui, sa bonne foi à ce moment-là était certaine, puisqu'il m'a même donné des explications à chaque chose. Le parcours en moins d'1h30, etc. Il expliquait parfaitement. Donc sa bonne foi était pas mise en cause. Et puis, il faut bien se résoudre à un moment donné à convenir que son témoignage ne sert plus, parce que pour qu'il soit exactement là où il est évident qu'il était à 17h ou 16h30, il a quitté le bureau avant l'heure en question. Pour bien comprendre, l'enjeu, c'est quand même l'affaire Primorac, entre guillemets. C'est que, grosso modo... Pardonnez-moi, M. Duquel, vous faites de la poupée russe. C'est-à-dire, il n'y a pas l'enjeu, c'est Primorac. Non, mais c'est pour resituer les choses par rapport aux téléspectateurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se disait, d'un côté, il pouvait se trouver Boro Primorac dans votre bureau ce jour-là, à cette heure-là, et de l'autre côté, on disait, c'était pas possible, puisque, a priori, Jacques Mélic s'y trouvait. Donc ça, c'est très rapidement tombé. Boro Primorac, c'est l'ancien entraîneur de Valenciennes, et il était question... Non, franchement, ça, c'est très vite tombé. Ça a tenu 2 mois. Vous savez, il y a encore à peine 3-4 mois, un nouvel événement était arrivé, et Jacques est un homme de caractère, qui a des convictions, et qui n'est pas un tricheur, c'est pas un menteur, il était convaincu de ça. Et ça va d'ailleurs lui coûter cher, car à l'audience, encore l'autre fois, de toute évidence, cette jeune femme qui était très traumatisée, confirmait pas qu'elle était là le 17. Et comme moi j'avais une mémoire absolue sur le rendez-vous avait eu avec elle, je demande la parole, le tribunal et le président me l'accordent gentiment, et je lui dis,
êtes-vous certain qu'il s'agissait du 17 ? Et je lui tends la perche en disant, que ce soit le 17 ou pas, ça n'a rien à voir avec Primorac. Pourquoi ? Soyez gentil d'écouter ce que je vais vous dire. L'affaire Primorac, elle va être jugée, c'est pas là que je vais en parler. On en a parlé, on en a débattu, les avocats vont débattre, chacun aura ses arguments. Il y a des arguments qui démontreront qu'il n'y était pas, lui, il va essayer de démontrer. Il y a des thèses, mais ça c'est le droit, c'est la justice. Mais ne faites pas de l'amalgame en disant l'erreur de programme de Melik chez moi le 17 entraîne la suspicion sur l'un, et puis ça veut dire qu'il a fait... La question qu'on se pose quand même ce soir, c'est si Jacques Melik a menti, pourquoi ? Non mais je crois vous l'avoir dit. Au départ, il n'y a pas de mensonge. Au départ, il y a une certitude. Vous savez, si vous regardez, si chacun fait l'exercice que je vais vous proposer, d'essayer de savoir, sans agenda particulier, ce que vous avez fait il y a un peu plus d'un mois, ce n'est pas un exercice simple, surtout si vous avez des recoupements qui vous permettent de douter. Ce que je veux dire par contre, et ça me semble très important, c'est est-ce que oui ou non, il y a eu une tentative de subornation de témoins sur Primorac. Ça, le tribunal se déterminera. On a des arguments pour essayer de prouver que ce n'est pas le cas. Puis après, il y a le bon sens. Puis après, il y a l'autre affaire. Car il faut déboucher sur, enfin, l'affaire essentielle. Le bon sens, c'est aussi de dire, si on tente de faire pression sur un témoin, si c'est le cas, c'est qu'on a peut-être des choses à cacher et qu'il y a peut-être une corruption quand même. Ou qu'on veut que les enquêteurs ne connaissent pas toute la vérité. Ou qu'on veut couvrir quelqu'un qui a fait quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a 1000 raisons, mais chacun a juste sa défense. Mais Bernard Tapie, pourquoi est-ce que jeudi, par exemple, jeudi dernier au procès, vous avez redit que le 17 juin, puisque tous les comptes rendus d'audience le montrent, vous avez redit que le 17 juin, Jacques Melik était dans votre bureau. J'ai dit le 17 juin, la composition du programme n'a pas varié. Ceux qui disaient y être, ils sont toujours. Mais pourquoi à l'envers ? Soyez objectifs. Vous auriez pu nier avant, puisque vous savez que c'est un témoignage qui se retourne un peu contre vous maintenant. Monsieur Deck, qui a autant, croyez-moi, autant de raisons d'être crédible que monsieur Primorac, dit « J'étais dans le bureau à côté, porte ouverte, j'ai été là toute l'heure en question, je ne vois pas comment il serait venu à 3 sans que je l'entende. » Il a peut-être menti aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde a menti au procès, alors. Ça vous intéresse pas. Ça, c'est vrai. Alors franchement, et j'ai vu les magistrats terrorisés par un défilé de gens qui ne disaient pas la vérité. Quand vous dites tout le monde a menti, vous éventuellement... Vous mettez dans l'eau aussi? Bien sûr. Ah bon? Évidemment. Vous avez menti Évidemment, d'ailleurs, ça m'a valu le départ de la fâcherie avec Bernès vient de là. C'est qu'il voulait absolument que je confirme que quand on arrive, les gens de Valenciennes nous parlent du match nul. Et moi, j'ai trouvé que c'était déjà tellement boueux, tellement marécageux, que c'était pas la peine de rajouter encore. Donc, j'ai dit que j'avais pas compris qu'ils voulaient faire match nul. Bon, vous savez, ces discussions bord d'un terrain. Mais je voudrais quand même qu'on vienne à l'essentiel, s'il vous plaît, car actuellement, on est dans un procès pour savoir s'il y a eu tricherie ou pas. Je dis ici solennellement, pour tous ceux qui aiment le sport, qui aiment l'OM, pour ce qu'il leur a apporté, que au moins ce procès a permis de découvrir, à l'unanimité, par tous les acteurs, par l'arbitre, par les dirigeants, qui s'était déroulé le jour du match normalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des tentatives, des essais la veille, mais au moins le match a eu lieu normalement. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que pour cette faute, qui est une faute, on a eu déjà des sanctions terribles, uniques dans l'histoire. On a été rétrogradé en deuxième division, on a été suspendu à vie, on nous a supprimé toutes les Coupes d'Europe. Donc je veux dire qu'on a déjà payé cher. Je crois que toute cette volonté d'en rajouter encore me paraît un peu démesurée. Il faut garder le sens de la mesure. Ne pas faire croire aux Français, en occultant tout ce qui se passe aujourd'hui, que la faute de la France correspond aux fautes qui ont été faites dans Attendez, il y a quand même des Français qui assistent à un procès dont on dit au bout d'une semaine, et vous le dites vous-même, tout le monde ment, et moi je mens aussi. Non, mais quand je dis je mens... Vous dites je mens sur des détails... Ah bah bien sûr, je pense que chacun a dit sa vérité. Le mensonge dans un procès, il n'est pas la démonstration de vouloir convaincre l'autre que sa thèse est la bonne. De temps en temps, vous lâchez un peu... C'est la recherche d'une vérité quand même, peut-être, un procès. C'est ça le procès, mais il a permis déjà des bouleversements incroyables. Et je pense oui. Attendez, vous n'êtes pas au bout. Il va peut-être encore en permettre d'autres, car il y a des gens qui ont annoncé des scoops. Et après, il faut les étayer. Donc, justement, je voudrais qu'on revienne sur le communiqué qui a été lu par le fils de Jacques Melik, parce que c'est quand même important, on va en reparler de cette histoire. Vous voulez vraiment qu'on fasse le procès Melik, hein? Non, pas du tout. Entre parenthèses, c'est pour avoir vos précisions. Vous avez vu la vitesse, c'est incroyable. Oui, mais c'est pour avoir vos précisions là-dessus. Oui. Le 19 et le 20 juillet, la rencontre à Versailles au cours du Parlement réuni en congrès, vous vous en souvenez? Je ne me souviens pas de la réunion, mais je me souviens que c'est ce jour-là qui me confirme qu'effectivement, ce que sa secrétaire a pensé,
correspond à la réalité. Il n'est pas à ce moment-là du tout, évidemment, question de Testu. Testu ne peut pas être sauvé. C'est ce qu'il dit, lui, dans son communiqué. Mais je pense qu'il a, objectivement, il a supporté au cours des dernières heures un traumatisme dont il est en partie responsable, uniquement par rapport à son assistante. À lire franchement, sans communiquer, en tout cas tel que nous l'a livré son fils, on a l'impression que vous lui avez parlé de conspiration qu'il y avait contre vous, que vous avez parlé donc du problème de Testu, de la menace sur les emplois, et il dit, lui, qu'il savait que la chute de Bernard Tapie entraînerait le licenciement de 300 personnes. Même quand je suis là, on continue à faire le procès Mélic. Non, mais il y a un communiqué. Pourquoi il a dit ça? Ça ne concernait pas ni Testu, ni Bernard Tapie. Pourquoi il a dit ça? Je vous l'ai expliqué. Vous voulez qu'on recommence? Non. Moi, je veux bien, je recommence. Moi, je veux bien vous réexpliquer. Moi, ça m'est égal. Si c'était pas pour les emplois... Je vous réexplique dans quel... Alors, c'était pour vous faire plaisir. Je vous le réexplique. De bonne foi, lorsque je l'appelle, il dit effectivement, le 17, c'était mon rendez-vous. Voilà. Ça, pour l'instant, ça vous va. Bon. Et le fait est qu'au tout début de l'été, il y a des arguments qui deviennent presque impossibles. Dans un premier temps, on recule les heures. Et moi, je suis ça toujours avec beaucoup de curiosité, parce que ça me concerne non pas par rapport à Primorac, ça me concerne par rapport à ce qu'on a dit au juge. C'est pas par rapport au Primorac. Primorac, on a 10 fois plus d'éléments pour combattre ces arguments que la présence ou non de Mélic. C'est ce que je me tue à vous dire. Et d'ailleurs, pourquoi c'est... Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi c'est une supercherie? Et pourquoi vous vous en êtes servi pour faire croire que c'est une supercherie? D'abord parce que sur le plan médiatique, ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'y a pas un média qui ne dit pas que Mélic c'est bidon. Premièrement. Donc vous découvrez rien. C'est faux de vous dire comment, c'est pas vous-même, vous ne l'avez pas dit très, très fort. Premièrement. Deuxièmement, moi je suis pris dans un système, c'est pas facile que ce soit moi. Enfin, c'est pas vous-même, vous avez continué à dire qu'il était dans votre bureau contre les évidences de l'instruction, a priori. Voilà, contre certaines évidences. Deuxièmement, sur le plan du droit, le fait est que depuis le départ, le juge d'instruction n'a pas tellement tenu compte de ça, et le procureur non plus dans ses réquisitoires, puisqu'il m'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour subornation de témoins. Donc, ne découvrez rien, ça ne va rien changer au procès. Alors, ne faisons pas le procureur de Jacques Mélic. Ça y est, on revient au match. Revenons, non, mais sur un point, sur la subornation de témoins. S'il y a eu subornation de témoins, vous laissez entendre dans le journal du dimanche ce matin que vous auriez pu aller jusqu'à exercer une pression. J'ai lu le journal, j'ai lu ça. Oui, vous avez lu le journal, donc heureusement que je suis là, sans ça vous racontez le journal et après on est... Non mais il n'y a pas eu. Vous n'auriez pas pu le faire ne serait-ce que pour protéger Bernès? Certainement pas. En tout cas pas ça. D'autant plus qu'à l'époque, pour moi, il n'y a pas de problème. Bernès, il était totalement innocent de cette affaire. Donc en résumé, s'il vous plaît, le procès en lui-même va être fait, il va finir. Logiquement, c'est les avocats qui vont maintenant entrer dans la course. Il y a un réquisitoire mardi. Il y a le réquisitoire, puis il y aura le tribunal se réunira. Tout ça, il n'y a rien de plus logique. Vous le craignez, ce réquisitoire du procureur Montgolfier? Tout ça, il n'y a rien de plus logique, ni je crains, ni je suis décontracté. C'est la loi normale et l'application de la loi pour tout le monde. Bon. Cela étant, remettez les choses dans leur contexte sans exagérer. Il s'agit d'un match de football. On ne va pas remettre en marche la peine de mort simplement parce que la question se pose de savoir s'il y a eu tentative la veille d'un match entre Marseille et Valenciennes de corruption. Si vous accordez maintenant, avec autant de volonté, de l'importance à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent sur les gens qui détournent des milliards de nouveaux francs, si vous accordez autant d'importance en proportion que ce que vous aurez accordé pendant 2 ans et demi à ce match, vous allez faire des journaux télévisés de 5 heures. Donc, prenez l'habitude de donner aux téléspectateurs, pour qu'ils ne soient pas effrayés, ne serait-ce que quand ils entendent une mauvaise nouvelle concernant quelqu'un connu, laissez les choses dans leur vraie proportion, sans exagérer. Il y avait 160 journalistes accrédités, on se serait cru au procès Barbie multiplié par 10. Donc, c'est moins grave. Je note au passage qu'il a fallu 50 ans pour qu'on ne sache toujours pas comment faire juger Papon, et que Mélic va déjà passer au tribunal dans 8 jours. Donc, peut-être qu'effectivement, j'y hiérarchise pas. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes affaires, ce n'est pas la même gravité. On parle quand même d'une affaire de ballon. Je suis heureux de vous entendre dire qu'on parle que d'une affaire de ballon. Vous nous dites ce soir, tout le monde a menti, en nuançant certes, vous seriez le président du tribunal, vous acquitteriez Bernard Tapie? Mais si je n'ai pas de preuves formelles sur sa culpabilité, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Vous savez, le droit, ce n'est pas du média, il y a des textes... D'ailleurs, il l'a dit lui-même,
Vous savez, il s'est pas laissé dominer, contrairement à ce qu'on raconte, par tous ceux qui étaient témoins. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle déclaration, il disait bon, alors amenez-moi des éléments. Est-ce qu'il y a eu, à votre avis, tentative de corruption avant le match Ah bah, ça c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a plus aucun doute. Et elle a avorté. Et vous-même, vous n'avez joué aucun rôle dans cette tentative. Ça a été dit par tout le monde, sauf par Bernès. Vous pouvez au moins reconnaître ça, que ce soit les dirigeants de Valenciennes, que ce soit Edeli, que ce soit les joueurs, que ce soit tout le monde. Soit Bernès, les époux Robert, il y a d'autres gens comme ça qui pas les époux Robert, non. Bernès, point. Et c'est récent. Et c'est très récent. Et Bernès, il faudra qu'il prouve, parce que pour arriver à dire ça, il a fallu qu'il mouille tous les joueurs, les entraîneurs, les guérisseurs, enfin tout le monde. Bon. Donc, et c'est uniquement sous l'emprise de son avocat qu'il aurait changé de stratégie de défense, parce que vous disiez aussi. Dire, pour qu'on reste certain que quand je vous demande de ne rien exagérer, je suis de plus en plus aigri et de plus en plus malheureux d'être obligé chaque fois de venir sur les studios de télévision pour dire écoutez, ne vous prenez pas toujours à moi. Et on lit Tapi dans son rôle de victime. Alors je vais vous simplement, oui, mais il y a quelques semaines encore, sur cette chaîne, quand j'étais, rappelez-vous, pris en photo en train de me faire déménager par le Crédit Lyonnais car j'avais pratiquement ruiné la banque. J'avais ruiné le Crédit Lyonnais. Il s'agissait en gros d'une insuffisance de 400-500 millions. Depuis, on s'est aperçu de deux choses. C'est pour ça que je vous demande de bien prendre en compte ce que je vous dis. On s'est aperçu, numéro un, qu'ils ont gagné avec Adidas plus d'argent, beaucoup plus que ce qu'ils risquaient de perdre. Et deuxièmement, que c'est pratiquement 15 000 milliards de centimes qui ont disparu. Or, je n'ai vu personne d'autre que moi être mis en faillite, les meubles pris, les maisons citées, mis en liquidation, plus le droit d'être éligible. Il y a quand même des informations judiciaires qui sont ouvertes. Il y en a pour 150 milliards de nouveaux francs. Je ne connais pas encore la tête d'un seul qui a été responsable. Là, on a eu la confirmation que le Crédit Lyonnais était très mal géré pendant toutes ces années. En tout cas, très très mal géré. Et je voudrais être certain qu'on gère bien l'actuel contentieux. Parce que si on gère les 150 milliards comme on a géré le mien, c'est clair que le passif va devenir encore plus gros. Donc, c'est pas de la parano quand je vous dis que j'aimerais bien être traité comme tout le monde. C'est facile de taper sur un symbole en pensant que quand on a tué le symbole, on a tué le problème. Vous savez, le thermomètre, il vous donne la température que vous avez. Si vous cassez le thermomètre, vous restez avec de la fièvre. D'accord. On ne tape sur personne, on va continuer, on va parler dans un instant de politique et de campagne électorale. Vous restez avec nous. La politique aujourd'hui, c'était une visite surprise d'Édouard Balladur dans les Yvelines, à Chanteloup-les-Vignes. Officiellement, le déplacement était consacré à se rendre compte des effets de la politique de la ville que le Premier ministre a entrepris depuis 8 mois. Jean-Baptiste Prédaly et Frédéric Delarue. Allez jouer. Allez. Attention, tu vas tomber. Regarde tes lacets. Tu vas tomber. Occuper le terrain un dimanche pour un candidat, cela peut mener jusqu'à des terrains de football. En juillet, Édouard Balladur était déjà venu à Chanteloup-les-Vignes comme Premier ministre. Mais ce matin, comme candidat, il a tenu à faire lui-même le commentaire de sa visite. On ne peut pas à la fois dire qu'il faut un grand débat dans notre pays et ne pas aller regarder les problèmes de près pour voir comment il faut en débattre et comment il faut les régler. Un dimanche de campagne comporte ses détours obligés, le café PMU et ses exercices pratiques. Qui veut du café? Patrick, des cafés, il y en a bien eu et pour tout le monde. Et après le café, pour le candidat, un nouvel exercice. Voilà, je vais peut-être m'arrêter quand même bientôt, non? Oui, j'en ai encore 3 ou 4. Le dernier exercice, c'était un peu plus loin, au Mureau, avec les sports mécaniques. Commentaire d'Édouard Balladur à l'issue de sa visite. Pour les banlieues, il a confiance. On peut améliorer la situation. C'est Philippe Séguin, le président de l'Assemblée nationale, le soutien de Jacques Chirac, qui était l'invité de l'heure de vérité à midi. Il est revenu sur l'ensemble des affaires qui touchent le monde politique, en estimant qu'elles continueront après l'élection présidentielle. Écoutez-le. Je crois que nous avons encore 2 ou 3 années à vivre pendant lesquelles on va apurer le passé. Ce que je souhaite, c'est que ce passé soit apuré sans excès. Ceux qui avaient eu l'idée, disons-le, d'une amnistie plus ou moins dissimulée, faisaient valoir des arguments qui n'étaient pas tous irrecevables, et en particulier sur l'extension probablement hasardeuse parfois de la notion d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux. C'est un peu délicat, mais je crois, pour répondre à votre question, que ça ne s'arrêtera pas. Bernard Tapie, vous avez appelé à soutenir Lionel Jospin. Est-ce que, compte tenu des difficultés actuelles, vous avez le sentiment que les socialistes souhaitent votre participation à leur campagne? Moi, je ne demande rien à personne.
Moi, j'ai dit, je ne peux pas me résoudre à l'idée que la gauche ne soit pas présente au deuxième tour. Bon, apparemment, Jospin fait un parcours pas mauvais. Il est dans les sondages en très bonne position pour être deuxième. Je pense d'ailleurs que si ça continue comme ça, je vais pouvoir retrousser les manches et aller rejoindre mon copain Horry pour le faire remonter un peu. Parce que pour l'instant, bon, il est je crois qu'il a un peu augmenté quand même. Il est 0,5. Non, il est un peu plus. 0,7 alors. Non, soyez pas. Non, mais ce sont les sondages, ce sont les derniers sondages. Si je me mets derrière et qu'on commence à travailler ensemble, ça va monter, vous allez voir. C'est ce que vous allez faire maintenant que Jospin est à peu près sûr d'être au deuxième tour, je pense qu'on peut y aller. C'est pas encore fait. Oui. Oh, je pense qu'il est largement devant Balladur. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, moi j'ai été très occupé à Valenciennes la semaine, donc j'ai tout vu. Vous jugez comment la campagne de Lionel Jospin, elle a très bien démarré et puis elle semble marquer un peu le pas là. Dans les sondages toujours. J'ai pas d'avis et je pense que il est possible que quelques candidats qui ne sont pas vraiment de gauche aient récupéré pour l'instant quelques voix de gens qui ne voulaient pas. Il a 3 socialistes sur 4 seulement, il a pas un tiers des miens. Un tiers de mes 12% seulement sont sur lui pour l'instant. Donc il faut les 2 tiers plus au moins un bon quart de socialistes. Donc la gauche n'est pas encore sur Jospin. Donc il a encore une grosse marge de manœuvre. Jean-François Horry, entre disons 0,5 et 1% des intentions de vote, est-ce que vous jugez que c'est raisonnable de continuer ? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, je ne sais pas. Ou de se dire, il faut y aller. Moi, j'attends. Comme l'a fait Lalonde, de se dire, ça ne prend pas, donc je me retire. J'évite. Non, mais je crois que Lalonde, il n'y a pas de signature surtout. Non, mais ce que j'ai hâte, c'est que Jospin soit assuré d'être au deuxième tour. Et puis là, on va pouvoir foncer un peu. Vous allez voir, ça va vite monter. Le compteur va vite monter, vous allez voir. Et vous restez derrière Jean-François Horry ? Ah, évidemment. Il est le candidat de mon parti. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous ai dit, ma priorité, c'était Jospin deuxième tour. Et reconnaissez que c'était obligatoire. Enfin, je crois que dans une démocratie, dans un pays comme le nôtre, on a connu une alternance formidable, où on a enfin une possibilité de se retrouver avec 2 candidats qui vont se battre en finale. Moi, je crois que c'est bien. Il faut que la gauche soit au deuxième tour. Quand vous voyez les ralliements d'intellectuels qui ont été tonton maniaque, l'expression est consacrée aujourd'hui, favorable à François Mitterrand, qui rejoignent aujourd'hui Jacques Chirac comme de roue, ou d'hommes politiques, quelle est votre réaction ? Non, ça me fait... Non, mais c'est comme Soissons qui est pour Chirac maintenant, là. C'est bien. Non, il y en a qui n'ont pas beaucoup de problèmes, quoi. Il n'y a rien qui les gêne. Bon, ils attendent le sondage, ceux-là, ils vont peut-être être dans la merde, parce qu'on ne sait jamais, ça peut changer encore, hein. Vous savez, moi, je ne crois jamais que la France est capable de changer du tout au tout en 3 semaines. Moi, je sais pas. Je regardais, il y avait un des hebdomadaires, vous savez, qui montrait les courbes en l'espace d'1 mois. Bon, il y a un truc, il faut quand même être... On n'est pas tombé sur la tête, on ne peut pas, en 1 mois, détester celui qu'on adorait, adorer celui qu'on détestait, etc. Ou alors les Français sont devenus maboules, et ça ne me paraît pas possible. Avec ce qui vous arrive ces jours-ci, et puis bon, même toute cette saison, pardon, comme on dit en football, qui n'est pas très bonne pour vous, puisque le 31 mars, ce sera Jacques Mélic devant le tribunal de Béthune, et ça sera aussi l'addition de la Cour d'appel sur votre j'espère que la Cour d'appel va me donner à moi, Monsieur Duquesne, j'espère que la Cour d'appel va me donner à moi le même délai pour payer ce qui resterait éventuellement de dette aux Lyonnais que ce que le Lyonnais vient de demander pour payer les siennes. Ce serait un peu énorme qu'on ne me donne pas à moi les mêmes délais que ce qu'on va leur donner à eux. À eux, on leur donne 20 ans. 20 ans. Moi, je demande 3-4 ans. Bon, au moins, ça serait vraiment un peu fort de café. Je vous rappelle que j'ai été mis en liquidation, donc inéligible, c'est la première fois dans l'histoire, sans que ce soit une sanction. C'est un phénomène incroyable. Et vous pensez que vous pouvez toujours jouer un rôle dans la campagne je vais le jouer. Comment ? Venez avec moi dans la rue, vous verrez. C'est ça d'ailleurs mon problème. Enfin, leur problème, pas le mien. Dernière question, Bernard Tapie. Hypothèse d'école, Édouard Balladur et Jacques Chirac... Ça va être une catastrophe. Non, pas du tout. Pourquoi ? Édouard Balladur et Jacques Chirac se retrouvent au second tour, contrairement à ce que je disais. C'est une catastrophe. Oui. Vous alliez me proposer. Qu'est-ce que vous faites ? Moi ? Oui. J'en choisis un, c'est sûr. Lequel ? Je vous le dirai à ce moment-là. Vous avez une idée, j'imagine. J'ai toujours pensé, bien sûr. J'ai toujours pensé que j'avais quand même encore, quelque part, une potentialité à faire basculer le score d'un côté ou de l'autre. Pourquoi vous ne voulez pas le dire maintenant ? Moi, je ne suis pas comme ceux qui se rallient en fonction des sondages. Vous ne pouvez pas nous faire une confidence en forme de vérité ? Oui, bien sûr, je vais vous la dire comme ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Benoît Duquesne. Nous passons à la suite de l'actualité. Elle est sociale avec la nouvelle grève à Air Inter depuis la fin de la matinée et jusqu'à mardi minuit. C'est un plan social qui prévoit 600 suppressions de postes que les syndicats dénoncent. Les retours de week-end sont difficiles ce soir dans les aéroports. Sophie Jouve et Pierre Scala. Ils avaient prévu de passer une après-midi à la campagne. Ils ont finalement passé l'après-midi à Orly. La grève des pilotes d'Air Inter a surtout pris au dépourvu les passagers en provenance de l'étranger. Ils mettront beaucoup plus de temps que prévu à rentrer chez eux.
L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus d'autres avions pour aller en Bretagne, le TGV est plein et que la seule possibilité qu'il nous reste, c'est soit de dormir à Paris ou soit peut-être de louer une voiture. Je ne peux pas assister à une remise de prix qui devait avoir lieu à Montpellier. Vous arriverez avec combien de temps de retard? J'arriverai avec 6 heures de retard. De toute façon, si la grève ne gêne pas quelqu'un, ça ne sert pas à grand-chose. Des passagers désemparés mais relativement compréhensifs, des grévistes qui s'insurgent toujours pour les mêmes motifs. Ils s'opposent à la suppression de 600 postes et au transfert de 4 équipages d'Air France vers Air Inter. Ils s'inquiètent surtout de la création d'une nouvelle compagnie en 1997, regroupant Air Inter et le réseau Europe d'Air France. Nous exigeons que ce projet de fusion se fasse autour d'Air Inter. Air Inter est la seule compagnie saine à pouvoir se développer en Europe. Air Inter a fait des bénéfices et Air Inter n'a pas touché de subventions depuis des années. Côté direction, on fait les comptes. 30 millions de francs perdus la semaine dernière et combien pour ce mouvement qui va se prolonger jusqu'à mardi soir. D'autant que dès demain, l'ensemble des personnels au sol, les hôtesses et les stewards, rejoindront les pilotes dans le mouvement. Un face-à-face qui aura duré toute la journée à Toulouse entre les forces de l'ordre et les sans-abri, soutenus par l'association Droit au logement. À leur tête, Léon Schwarzenberg qui en est brièvement venu aux mains avec les CRS, Thierry Curté et Arnaud Boutet. Hier, c'est une centaine de militants d'associations du droit au logement qui avaient investi un hôtel particulier du centre de Toulouse. Un bâtiment racheté par l'État en 1987 et inoccupé depuis. Tôt ce matin, plusieurs compagnies de CRS ont fait évacuer les lieux. Mais vers 10 h, les militants tentaient de reprendre le bâtiment. Très vite, la situation dégénère. Le professeur Schwarzenberg est en première ligne. Il est légèrement blessé. Après la bagarre, il s'en prend violemment au préfet, puis à Charles Pasqua, et enfin au Premier ministre et au Président de la République. J'accuse le Premier ministre, M. Balladur, de ne pas s'occuper de la population française et d'essayer par une campagne électorale dans laquelle il fait des promesses vaines, d'essayer d'obtenir l'élection à la candidature suprême. Et au sommet de l'État, j'accuse le Président de la République de se moquer définitivement de ceux qui sont sans abri. Cet après-midi, le calme est revenu pour une manifestation de 2000 personnes dans le centre de Toulouse. Les militants des associations de droit au logement ont promis d'autres actions d'occupation dans les prochains jours. L'actualité sportive maintenant, les États-Unis célèbrent ce soir le retour d'un dieu vivant sur les terrains de basket. Michael Jordan, après une brève reconversion dans le baseball, revient à ses premières amours et les Américains n'attendaient que ça. François Brabant. Michael Jordan est de retour et ce soir Chicago et l'Amérique vont enfin se réveiller. 17 mois sans Jordan, c'est comme si le basket s'était arrêté. Et puis la semaine dernière, il est revenu s'entraîner et la rumeur est devenue réalité. Michael Jordan, retraité de 32 ans et plus grand basketteur de tous les temps, a décidé de rejouer. Une fois qu'on l'aura revu dans la tenue rouge, jouer pour les Bulls de Chicago, ce sera le moment d'émotion qu'on attendait tous. Le 6 octobre 1993, Jordan le disait lui-même, il n'avait plus rien à prouver sur les parquets. Il se lance donc sur le gazon, celui des terrains de baseball, mais l'expérience n'est pas concluante. Et dans le même temps, aucun autre joueur n'est parvenu à déboulonner l'idole. Moi, j'aimerais tant le revoir jouer. Il a tellement fait pour le basket. Il est le basket. Pour le match de ce soir, Chicago contre Indianapolis, évidemment, plus de billets au guichet. Au marché noir, c'est du jamais vu. Ça vaut 10 000 francs environ. On ne sait pas encore ni le montant ni la durée du nouveau contrat, mais Jordan 2, le retour, commercialement et sportivement, c'est déjà le plus beau coup de l'année. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France de football. Maintenant, Paris Saint-Germain recevra Marseille, l'Olympique de Marseille, et Strasbourg-Metz. Les matchs auront lieu le 12 avril. Et puis, à quelques jours du printemps, la fin des Coupes du Monde de ski. Dans le slalom spécial de Bormio, en Italie, le dieu Tomba est tombé et un skieur français, Yves Dimier, en a profité pour monter sur le podium. Thierry Clopo. On savait qu'Alberto était un garçon drôlement culotté. Mais là, ce matin à Bormio, c'était du jamais vu. Tomba a terminé son dernier slalom de la saison en caleçon et en roue libre. Il y a un hic, bien évidemment, explication. Dès la deuxième porte de la première manche, Alberto, poussé par 30 000 tifosi en furie, a tout simplement enfourché. Il a terminé le slalom, mais pour du beurre. Quand on est le numéro 1 mondial, qu'on est déjà sûr d'être vainqueur de la Coupe du Monde, c'est ce qu'on appelle se prendre une drôle de veste. Pendant ce temps, le soufflet tombe à retomber, c'est Fourousset, le Norvégien, qui termine premier. Yves Dimier, premier français ici en action, se classe troisième. Beau final donc pour l'équipe de France, après la victoire d'Alphand en descente et la troisième place de Florence Masnada en Super G.
Tomba, lui, en a profité pour aller se rhabiller, chemise, cravate et lunettes de star. Sa seigneurie Alberto a alors reçu en grande pompe, devant les 30 000 tifosi, le premier globe de cristal de sa carrière. Enfin en poche pour le bol lyonnais, une Coupe du Monde toutes disciplines confondues. En attendant les championnats du monde l'an prochain à Sierra Nevada, là-bas, il faudra à tout prix éviter de se faire une nouvelle fois tailler un short. Ce dimanche 19 mars marquait aussi le centenaire du cinématographe. À Lyon, les grands réalisateurs du moment sont passés de l'autre côté de la caméra pour rejouer la sortie des usines Lumière au siècle dernier, en hommage bien évidemment à Louis et Auguste, sans qui le cinéma ne serait pas ce qu'il est. Gérard Dalmas et Frédéric Bonnet sont sur place. Lyon, mon plaisir. 19 mars 1895, chemin Saint-Victor. Usine de plaques photographiques Lumière. Louis plante sa caméra face au portail de sortie, premier film du monde. Action! Un siècle plus tard, aujourd'hui, exactement dans l'angle initial, 40 réalisateurs célèbres accourus du monde entier sortent en cortège du fameux hangar classé monument historique. Ils célèbrent les 50 secondes qui ont bouleversé le spectacle et la communication. Reportage assuré par Caméra Lumière d'époque, dont la numéro 1. Vidés de leur pellicule pour servir de parure, quelques boîtes de films sont scellées à jamais dans la première pierre du futur espace Lumière. Ici même, fin 96, après 13 millions de travaux, l'ensemble mettra en valeur le hangar des origines, seul témoin du tournage, alors qu'il a failli périr sous la pioche des démolisseurs. Le hangar sera le hall d'entrée d'une salle de cinéma ultramoderne de 280 fauteuils. Pour moi, Lumière, c'est le fils des impressionnistes. Mais le moyen de s'exprimer vient d'ici. C'est la naissance de moyens de s'exprimer complètement nouvelles. Louis Lumière, c'était déjà un metteur en scène, c'était déjà une création artistique. Je veux dire, c'est la direction des acteurs, les cadrages. C'est pas seulement l'invention du cinéma qu'on fait, c'est un grand cinéaste qui est né ce jour-là. Auguste et Louis Lumière dans la nuit, le cinéma, c'est l'émotion partagée. D'ailleurs, de nombreux jeunes se pressaient à l'Institut Lumière, car aujourd'hui à midi commençait le second siècle du cinéma. Une rencontre pour terminer ce journal, moitié panthère, moitié tigresse. Je vous propose de faire connaissance avec Janet Jackson, la petite sœur de son grand frère, Michael. Elle sera en France la semaine prochaine et c'est à Los Angeles qu'Éric Perrin et Bernard Puissosseau ont eu le plaisir de la rencontrer. Inutile de vous faire un dessin, Janet Jackson concourt dans la catégorie Superstar. À son actif 15 millions d'albums vendus dans le monde, à 30 ans, Janet a signé avec Virgin l'un des plus gros contrats de l'industrie musicale, plus de 300 millions de francs. Aujourd'hui, elle habite dans la ville des stars, Los Angeles, où elle nous a reçus, mais cela ne l'empêche pas de se souvenir que dans les années 60, une telle carrière était impossible pour une artiste noire. N'oublions pas que pour jouer dans certaines salles, ils devaient rentrer par l'arrière, passer par les cuisines. Et quand un chanteur ou un groupe se produisait à Las Vegas, dans un hôtel, ils n'avaient pas le droit d'y dormir. Il fallait rester dans la zone réservée aux Noirs. Sur scène, le grand jeu, pléthore de danseurs, de costumes, d'effets spéciaux, à couper le souffle. Il est vrai que Janet, 9e enfant et Benjamin de la famille, a été à bonne école. Michael occupait déjà le devant de la scène avec les Jackson 5, qu'elle jouait encore à « Tiens, voilà main droite ». Mais bon sang ne saurait mentir. La meneuse de revue pointait déjà son nez. Qu'est-ce que votre frère Michael pense de votre carrière? Est-ce que vous êtes sa concurrente directe? Ce qu'il pense, oh, il est très fier de moi. Il me le dit très souvent. Nous sommes en concurrence, mais c'est une compétition très amicale. On se parle au téléphone, on se donne des conseils. Ça se passe à merveille. Petit scoop, pour preuve de la bonne entente fraternelle, la sœur et le frère ont enregistré une chanson ensemble qui devrait sortir très prochainement. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Janet s'est fait un prénom. Et cela, elle ne le doit qu'à son talent et à son charme.
Ah, son sourire. Effectivement, voilà, c'est la fin de ce journal. Après la météo de Nathalie Riouet, le dernier rendez-vous avec l'information, c'est à 23h45, le journal présenté par Catherine Sellac. Merci beaucoup de votre attention. Très bonne soirée sur France 2.